Bien, bonjour à tous. Je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Donc, je suis Hélène Delmotte et je vais avoir le grand plaisir d'animer la journée annuelle d'études de l'APA Finance. Nous allons donc reprendre nos travaux avec donc une table ronde qui va être consacrée aux vacances. Et donc je vais appeler à me rejoindre donc Audrey Couret-Topal. Donc Audrey est maman donc d'une enfant en situation de handicap et elle est déléguée APAF de l'Aveyron. Bonjour. Également donc pour représenter l'association LM Évasion, donc Louise Marie Desbrousses qui est donc la directrice et la fondatrice, et nous avons également le plaisir d'accueillir la présidente qui est Cécilie Gardet. Je vais également appeler à me rejoindre Bernard Goyer qui représente l'ATSCAF du Finistère, et également Mickaël Petit donc qui va nous donner aussi un point de vue national. Donc merci à vous également. Cédric Debert, chef de service vacances enfants de l'association EPAF. Et Véronique Bonacci-Calavetta, donc qui est présidente de la section régionale interministérielle d'action sociale Île-de-France. Et nous serons au complet, je pense. Ah, Mickaël Petit... Non, tout est bon. Voilà, il y a une chaise. Voilà, parfait. Alors, mais écoutez, pour ouvrir cette table ronde, je vous propose de visionner une petite vidéo, qui est la vidéo de Julia Rose, donc la fille donc d'Audrey qui a 9 ans, et donc qui va nous parler de colonies de vacances et de bien d'autres choses. Vous allez voir, c'est un très beau témoignage. Je m'appelle Julia Rose. Et ce que j'ai fait en colo, c'était merveilleux. Et j'ai fait du poney. Et c'était merveilleux. Et malgré mes handicaps, tous les jours, j'ai des personnes qui m'aident. J'ai une AVS, une maîtresse. Tous ces gens, ils m'aident. Et ma vie est bien. Il n'y a pas à s'en soucier. J'ai mon frère qui est toujours là pour moi. J'ai mes sœurs qui sont toujours là pour moi. Mais moi, avoir un handicap, on peut le supporter. On peut. Mais avoir un handicap, on lutte. On lutte. On lutte. On lutte. Pourquoi on lutte? Tout simplement pour... En fait, si tu luttes, tu vas réussir à atteindre des choses que tu peux pas faire quand tu as une jambe cassée. Moi, avec mon handicap, je peux faire tous les sports. Et ce qui me permet de faire tout ça, c'est ma confiance en moi-même. Parce que quand j'ai confiance en moi, mon handicap, c'était comme s'il était parti. Et je pense qu'on peut applaudir Julia Rose. Vous lui transmettrez, Audrey, parce que c'est un très beau message pour ouvrir l'après-midi. Je poursuis avec vous, puisque nous allons parler bien évidemment notamment des bienfaits des séjours vacances. Comment vous les décririez, Audrey, vous qui êtes sa maman? Alors, parler après cette vidéo, c'est d'une violence. Bon, les bienfaits, effectivement, on en avait discuté. Moi, j'y vois en fait plusieurs aspects. Bon, le premier qui semble assez évident, c'est pour l'enfant. Donc, elle a, comme elle le dit assez bien, une vie somme toute assez normale. Quelques détails près, mais voilà. Donc, elle voyage comme ses frères et sœurs. Donc, bon, c'est la petite dernière d'une famille où il y a 4 enfants. Donc, elle fait les mêmes séjours, dans les mêmes conditions, et en fait, grâce à l'EPAF, avec les mêmes choix de colo. Ça, c'est quand même important. Pour elle, c'est vraiment une réelle inclusion et pas un semblant d'inclusion. Elle n'a pas des séjours dédiés, elle a les mêmes séjours que tout le monde. Et en fait, on se rend facilement compte qu'on adapte très peu de choses, et c'est largement faisable. Alors, très peu de choses.
avec les moyens que met l'EPAF, que je remercie énormément, et le ministère par la même occasion. Mais en fait, elle a les mêmes choix. Donc pour elle, c'est vraiment une vie la plus normale possible. Mais également, eh bien, il y a aussi l'aspect pour les autres. Parce que côtoyer au quotidien des personnes en situation de handicap, c'est la meilleure façon que ça se devienne un non-sujet. On ne se demande pas quelle est la pathologie, ou on voit juste quelqu'un. On ne voit pas une personne en situation de handicap, on voit quelqu'un, et puis on se rend compte que tiens, il y a quelqu'un qui l'accompagne, il y a quelqu'un qui l'aide. Pourquoi? La question peut se poser, mais en fait dans un second temps. On n'est pas dans un séjour dédié. Et en fait, je pense que c'est un très très bon moyen pour construire la société. On va pas développer aujourd'hui, mais à l'école, par exemple, voilà, ou dans tous les milieux, de pas faire un semblant d'inclusion, de faire simplement tous ensemble la même chose et d'adapter. On a eu Julia Rose a des difficultés multiples. En fait, il lui manque un petit bout de chromosome. Ça engendre beaucoup de soucis médicaux, de développement aussi. Quand vous la voyez parler comme ça, bon, il y a certaines choses peut-être qui peuvent parler, mais c'est pas. Elle fait partie des 80% de handicap invisible. Pourtant, dans sa vie, c'est bien visible au quotidien. Ces vacances lui permettent de vivre comme tout le monde, d'oublier, de pas être dans le soin, d'être simplement dans la relation aux autres. C'est une vraie coupure parce qu'elle peut partir, donc elle n'a pas de soins, elle a ses médicaments, elle a quelqu'un qui s'en occupe. Mais c'est un moment de total relâche. Et je pense que c'est peut-être même beaucoup plus reposant pour des enfants ou des adultes, d'ailleurs, qui ont des soins au quotidien, d'avoir droit à des vacances sans soins, des vacances. Comme vous, moi, on est content de partir en vacances. Alors oui, imaginez. Et puis pour les parents, c'est le dernier aspect. Alors c'est pas que ce soit épuisant et que ça permette du repos, mais c'est surtout quand en fait ça vous oblige à un moment à faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est pas toujours évident, d'autant que on connaît pas les personnes, c'est pas toujours la même personne qui va accompagner l'enfant. Ça vous oblige à faire l'effort de passer le relais. Alors sur le moment, c'est parfois un peu violent, c'est vrai, mais déjà, grâce à l'EPAF, on peut rencontrer, et l'enfant aussi, la veille, la personne qui va accompagner votre enfant. Donc en fait, l'enfant, il n'est pas lâché dans la nature. Il y a quelqu'un à qui vous avez tout le temps de donner vos consignes, vous avez le temps aussi de faire les présentations entre l'enfant et l'accompagnant. C'est un moment qui est essentiel, il me semble, dans ce genre de moment. Et ça vous donne confiance en l'avenir, c'est-à-dire au fait que on est tous pas éternels. Ce qu'on souhaite, c'est simplement que nos enfants soient les plus autonomes possibles et qu'ils soient les plus heureux possibles. C'est possible sans nous. Alors je sais pas, des fois c'est un petit peu difficile, mais finalement c'est un beau message d'espoir de se dire qu'on peut faire confiance à d'autres personnes qui peuvent avoir une vie tout à fait la plus normale possible et que ça se passe bien, même sans nous. Donc voilà, ça permet de passer aussi des moments avec les autres enfants, parce qu'au quotidien, quand forcément dans une fratrie, quand il y a un handicap, il y a besoin de temps, d'énergie, d'attention. Là, vous avez aussi des moments pour être avec les autres enfants, et puis des moments où vous devez apprendre à faire confiance. Et honnêtement, parce que moi j'ai beaucoup de parents qui m'ont dit mais t'envoies tes enfants, et je vous parle même pas d'enfants en situation de handicap, d'enfants en colo. Oui, ils sont tous partis chaque année, et ils sont toujours tous revenus ravis en plus, quoi. Et je pense que le plus dur, c'est quand ils arrivent à avoir 18 ans et qu'ils peuvent plus partir. À ce moment-là, ils deviennent animateurs ressources, comme l'aîné, et ils postulent et ils repartent dans d'autres conditions. Mais voilà, moi, je suis vraiment ravie de ce qu'il existe, de ce qui est mis en place. Donc, il y a un accompagnement pour l'enfant, la possibilité de rencontrer l'animateur. Vous avez une vraie communication qui est mise en place. Il vit des vacances formidables et il a les mêmes souvenirs que ses frères et sœurs. C'est hyper positif comme message. On n'adapte pas grand-chose et en fait, on peut tous vivre ensemble tout à fait normalement. C'est 2-3 ajustements finalement qui sont tout à fait réalisables. Voilà, moi je trouve que c'est très positif. Elle est partie à quel âge, donc en colonie de vacances? Elle est partie des 6 ans. D'accord. Peut-être 7 ans, elle avait cet été-là. Au début, sur des séjours courts, où il n'y avait pas de transport, où je l'emmenais et je venais le récupérer, quand même. Et puis finalement, elle est partie 3 semaines cet été, et elle a un petit frère qui a 1 an et demi de moins, et qui est finalement beaucoup moins indépendant, beaucoup plus peureux d'écolo.
ça s'est tout de suite très bien passé. Et puis elle avait eu le retour aussi des frères et sœurs qui avaient tous adoré les PAF. Bon, si je pouvais partir un colo EPAF, moi je partirais. D'accord, très bien. Donc, écoutez, on va sans transition passer la parole à Cédric Deberte, puisque donc vous représentez l'EPAF. Donc, au-delà de ce que vient de partager Audrey Couret-Toupal, comment est-ce que vous pourriez présenter l'association, puis peut-être aller un petit peu plus loin sur les modalités d'inscription, le coût de ces colonies? Bonjour, donc Cédric Deberte, responsable du service vacances enfants d'EPAF. Je ne sais pas si vous connaissez ou non, c'est une association qui dépend de l'action sociale du ministère, donc avec de vrais liens avec le ministère. Et puis on gère les vacances. Alors 2 activités, mais moi je suis vraiment sur la partie des colonies de vacances, une partie de résidence et vacances famille, tout simplement, ça c'est de nos collègues. Et puis sur la partie vacances enfants, les colonies de vacances. Alors on a tous, enfin j'imagine que vous avez tous là des représentations des colonies de vacances d'hier, d'aujourd'hui, voilà. Bon, c'est un monde qui vit, qui bouge, qui s'adapte vraiment aux époques. J'en dirai un mot, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de colonies de vacances qui se déroulent à l'étranger, pour les plus grands, qui l'attendent très activement à partir de 12 ans chez nous. Pour autant, donc, à EPAF, c'est des colonies qu'on met en place sur 4 périodes de l'année, donc hiver, printemps, été, automne. Ça, c'est la première des choses à noter, sans limitation. Les enfants peuvent s'inscrire. Donc là, je m'adresse beaucoup à vous, mais c'est surtout à vos enfants qu'il faut partager les informations. Sur ces 4 périodes de l'année, avec forcément des activités en lien avec les périodes. On va plutôt à la montagne l'hiver, on découvre toute l'Europe l'été, et puis adapté en durée selon l'âge des enfants, et puis selon la période. Donc on peut partir plus ou moins longtemps. Voilà. Donc moi je suis même très content. Ça fait une 12aine d'années que je suis à EPAF, qui, soit dit en passant, changera de nom dans le cadre de la réforme de l'action sociale du ministère des Finances, deviendra ASF Vacances au 1er janvier. Voilà. Donc EPAF disparaîtra, mais c'est juste le nom qui va changer à compter de janvier. Donc on organise ces colonies, et puis bon, là ça fait quand même un lien. Il y a plus qu'une transition quand même, puisqu'on est là pour ça. Et je dirais que ça fait partie de l'ADN d'EPAF. Ça fait plus de 20 ans qu'EPAF a labellisé un dispositif qui s'appelle Vacances Ensemble, dont on vient de parler, mais que je vais expliquer encore un petit peu davantage, qui vise à accueillir les enfants porteurs de handicap, de différentes pathologies permanentes ou passagères, sur les colonies de vacances. Donc on est vraiment sur un dispositif de vacances inclusives, où les enfants vont pouvoir partir sur les colonies comme tout le monde. Je dirais un mot sur la manière dont on fait ça. Il y a une bonne vingtaine d'années, il y a eu, je pense que c'était à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des réflexions dans les réseaux de l'animation sur l'accueil des enfants porteurs de handicap ou différentes pathologies. EPAF a toujours été, alors, quasiment précurseur, et puis un dispositif comme ça, bon, pour bien connaître les colonies de vacances, ça existe peu. Très souvent, on est sur des vacances adaptées, donc avec des vacances spécialisées, des enfants qui seront tous porteurs de handicap. Inclusif, c'est relativement rare. Et cerise sur le gâteau, ça fait tellement partie de l'ADN d'EPAF qu'effectivement, côté financier, il n'y a aucun surcoût. Il peut y avoir des adaptations sur les séjours. Parfois et souvent, ça peut être un animateur de plus, qu'on appelle effectivement animateur ressource. C'est notre dénomination, parce que on se dit que ça va être une ressource pour l'enfant, donc on est là pour l'enfant, mais aussi pour partager une connaissance qu'on peut avoir du handicap au reste de l'équipe, voire au reste des enfants, pour que ce soit vraiment participatif et qu'on ne soit pas seul avec un enfant pendant 3 semaines. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est qu'il soit avec les autres enfants. Donc des fois, cet animateur peut se mettre en retrait également, et puis que les autres animateurs prennent le relais, que l'enfant reste seul aussi avec les autres enfants de sa colonie de vacances. Donc on peut mettre en place des animateurs ressources. C'est pas systématique, ça va dépendre des besoins de l'enfant. Ça peut être des adaptations sur le trajet, parce que des fois, je pense que c'est dans la suite du déroulé de la journée, de l'accessibilité avec les transports, et on peut pas emprunter les mêmes transports que tout le monde. On peut adapter à EPAF, dans la mesure de ce qui est faisable, bien sûr, mais on peut adapter des trajets individualisés autrement que le reste du groupe, et puis ils se rejoignent sur place. Voilà, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Parfois, c'est du matériel en plus.
Parfois, c'est de l'huile de coude, parfois, enfin, c'est pas grand-chose. Tout ça est relativement transparent, mais effectivement, on a une personne dont c'est le travail à EPAF qui regrette beaucoup, vous la connaissez pas, j'imagine, mais de pas être là aujourd'hui. Elle a eu une contrainte médicale, mais qu'aurait aimé parler à ma place, qui gère ça, qui fait le lien et avec les familles et avec les animateurs ou prestataires qui vont accueillir les enfants. Donc c'est du coût humain systématiquement. On connaît à force avec l'habitude, ceux qui reviennent, on connaît les enfants, on connaît les parents, on connaît globalement les besoins. Et puis ce qu'on observe aussi au fur et à mesure du temps, et tant mieux, c'est qu'ils évoluent ces besoins. Et puis plus que l'enfant grandit, souvent plus il devient autonome, et on adapte en conséquence. Donc on peut alléger aussi un petit peu les dispositifs. On a quelques limites qui sont d'ordre médical, parce qu'il y a certaines situations qui demandent des passages médicaux quotidiens. À certains endroits de France ou d'étrangers, on peut pas garantir le passage d'une infirmière. Donc on a quelques petites réserves comme ça, mais globalement, et en connaissance de cause, hein, ça va faire 12 ans que j'y suis, je pense qu'on n'a jamais refusé un enfant sur une colonie. Alors parfois on va flécher, effectivement, donc là j'en arrive aux modalités d'inscription, on va flécher un petit peu le séjour, selon les envies de l'enfant, comme tout le monde, selon un petit peu aussi ce qu'on offre à ce moment-là, parce qu'on ne crée pas des colos spécifiques pour les enfants, mais on demande donc pour les inscriptions, aujourd'hui pour tout le monde, bon, c'est un système d'inscription en ligne, hein. On va réserver sa colo, comme on va réserver un billet de train. Pour ces situations, ce qu'on vise, alors pour plusieurs raisons, c'est de trouver la meilleure colo à l'enfant, qui sera pas la même tout au long de sa carrière d'enfant. Hein. On essaie vraiment de varier systématiquement, selon les besoins, selon les demandes et les envies des enfants. Mais ça nous permet de réserver des places en amont, donc quelques jours avant. Ce qu'on demande, c'est de contacter l'équipe Vacances Ensemble, c'est-à-dire une personne, Aurélie Valado pour dire son nom, pour qu'elle fasse des préaffectations et puis qu'on réserve les places sur les séjours. Donc il y a ce petit traitement qui n'est pas un traitement de faveur, qui nous permet simplement à vous et à nous d'organiser les choses et pas arriver non plus sur des centres. Ça nous arrivait accidentellement, mais là on n'est plus forcément dans notre objet dans ces cas-là. Quand on a 5 ou 6 enfants avec 5 ou 6 animateurs ressources sur la même colonie, une colonie c'est entre 30 et 50 enfants en moyenne, et ben ça change la physionomie du séjour pour tout le monde et c'est plus la même chose. Donc le but c'est de répartir. On a 460 séjours, on a à peu près 460 enfants concernés par Vacances Ensemble chaque année. Donc on essaye de répartir tout ça. Les inscriptions avec tous les autres enfants, avec parfois des annulations de séjour parce que pas assez de participants, ben on revoit un petit peu la copie. Mais en gros, si il y avait une idée à retenir d'aujourd'hui, c'est prenez contact avec nous. Il y a les coordonnées sur le site internet des PAF, mais aussi de l'action sociale, je pense, tout simplement pour préparer l'accueil. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on a parfois des situations un peu plus compliquées parce qu'on n'est pas informé ou qu'on découvre ou que, enfin voilà, ou alors encore plus compliqué, c'est les enfants qu'on voit pas parfois parce que, alors comme tout parent, hein, je pense, vous l'avez pointé, l'idée que je vais pas lâcher mon enfant, ça c'est déjà difficile d'accéder en colo, mais peut-être des fois la méconnaissance de dispositif. Donc je suis heureux d'entendre les témoignages et puis l'ordre du jour d'aujourd'hui parce que c'est un dispositif relativement unique, je le disais. Il y en a pas énormément comme EPAF. Donc il y a vraiment cette chance au ministère. Moi, j'en suis que le porte-parole aujourd'hui, mais c'est vraiment une grande chance. Voilà, il y aura peut-être des questions ou des remarques sur les bienfaits. Ils ont été excellemment pointés. Et j'ajouterais effectivement qu'au fur et à mesure du temps, alors c'est des bienfaits pour les enfants qui viennent, pour leurs parents, pour les autres enfants, véritablement, et à tel point que alors, je ne veux pas idéaliser la situation, mais que c'est presque banalisé dans les colonies de vacances. Les ados qui débarquent, qui ont 10 ans de colo derrière eux, et ben, ils sont surpris à aucun moment d'avoir un enfant différent, qui présente une différence. Ça fait partie de la colo. Pour eux, ça fait partie de ce qu'ils s'attendent à vivre quasiment. Et je pense que ça a contribué depuis une vingtaine d'années à faire bouger beaucoup de choses. C'est 8000 enfants par an, hein. Donc vous multipliez par 20 ans, ça fait beaucoup de bienfaits. Je m'en arrête là, mais si vous avez des questions. Merci. Je pense qu'on prendra effectivement les questions tout à l'heure. J'ai bien noté que vous n'aviez refusé aucun enfant, mais est-ce qu'il y a quand même des limites ou des difficultés que vous pouvez les rencontrer ? limites, ça va être une forte présence médicale. Voilà, parce qu'on ne peut pas le garantir, tout simplement. Sur le reste, très peu. Franchement, j'ai pas souvenir vraiment pas d'enfants qu'on ait refusé, d'une situation, oui, difficile parce que très médicalisée. Et
Ça s'est fait d'un commun accord avec la famille ensuite. On n'a pas revu cet enfant. Il a fait sa colo, on l'a pas revu ensuite. Mais sinon, je pense qu'on cherche vraiment à adapter la colo à l'enfant et on a encore des moyens pour le faire. Voilà, soyons rassurés là-dessus à EPAF, futurement à SF Vacances. Et ça permet beaucoup de réussite. Ce qu'il faut souvent, je ne sais pas si c'est recoupé dans tous les travaux, dans tous les ateliers, mais c'est une volonté. Et dès lors qu'on a des équipes, qu'on a des gens, alors qu'on forme aussi, hein, les équipes pédagogiques, ça lève beaucoup de leviers. Ça enlève beaucoup. Est-ce que ce sera les meilleures conditions d'accueil quand on fait du camping? Peut-être pas. Ben, on va adapter. Et puis ce sera un souvenir. Tant qu'on met personne en danger, voilà, c'est quand même des possibilités. Merci beaucoup Cédric Debert. Alors après les PAF, on va partir à la découverte de LM Évasion. Louise-Marie Desbrouches, je me tourne vers vous. Est-ce que donc vous pouvez nous présenter cet organisme? LM Évasion, on est une association qui accueille des adultes en situation de handicap pour partir en vacances. On accueille divers publics, donc des personnes qui peuvent rencontrer un handicap mental léger à moyen, des déficiences visuelles ou auditives, et on a la spécificité pour accompagner les personnes à mobilité réduite en séjour et qui peuvent avoir besoin de matériel médical type lit médicalisé ou lève-personne, et également les personnes qui peuvent avoir besoin de soins durant les séjours. On organise des séjours de groupe tout au long de l'année qu'on propose à travers une brochure de durée variable. Ça va d'un week-end à quelques jours à une semaine, voire 2 semaines sur des thématiques diverses et variées. Donc en fait, les séjours, on les a un petit peu créés avec les vacanciers au fur et à mesure des années. Du coup, on a des séjours équestres, gastronomie, débarquement en Normandie. Enfin bref, on a tout un panel de choix pour essayer de répondre au maximum aux souhaits des vacanciers. Et nous créons également des séjours sur mesure à la carte. Donc c'est les vacanciers qui viennent à nous et on crée un séjour en fonction de leurs envies et de leurs désirs. Ça peut être participer à un événement sportif ou culturel, partir en voyage avec un membre de leur famille, faire un voyage à l'étranger, seul avec un accompagnateur, même en couple ou avec des amis, ou bien aussi on fait des séjours sur mesure avec des structures où il y a plusieurs résidents de la structure qui souhaitent partir et on crée vraiment un séjour en fonction des envies de la population. Concernant les séjours de groupe, il y a diverses autonomies, comme je le disais. L'année prochaine, on aura de nouveaux séjours. On va vraiment créer des séjours pour les personnes sourdes. On va faire 3 séjours où il y aura des accompagnateurs qui vont signer. Parce qu'en France, il y a très peu d'associations qui le font. Idem, comme je disais, on a la spécificité de pouvoir accompagner des séjours pour personnes à mobilité réduite, car en France, il y a beaucoup d'organismes de séjour adaptés. Enfin, il y a quelques organismes de séjour adaptés, mais pas assez pour les personnes à mobilité réduite qui sont adaptés. Et nous souhaitons développer aussi un axe sur les séjours, sur le répit des aidants. Donc, on va créer des séjours sur mesure. On va travailler en lien avec les familles pour permettre le répit des aidants. Et aussi, on va faire des séjours, si ça fonctionne, répit où les aidants vont partir avec les aidés. Pour que l'aidant puisse profiter autrement de son proche. On organise des séjours avec des petits groupes à taille humaine. Donc il y a à peu près entre 5 et 7 vacanciers pour 3 à 4 accompagnateurs. Ça dépend de l'autonomie du groupe. On forme nos salariés en interne. On a beaucoup d'étudiants en école paramédicale ou dans le social, élèves infirmiers, psychomotes, en STAP, sport adapté. Voilà. Bah écoutez, c'est une très belle présentation. Merci beaucoup. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à créer LM Évasion, puisque vous êtes à l'origine? Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler peut-être du développement de l'activité? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières années? Est-ce que ces séjours progressent et se développent? Oui. Alors, j'ai créé l'association en 2016, il y a 8 ans, avec une amie. J'étais aide médico-psychologique au sein d'un foyer de vie pour personnes adultes en situation de handicap moteur.
Et j'ai également un frère qui a des troubles autistiques. Et je travaillais dans ce foyer de vie et pour de diverses raisons que Cécilie présentera tout à l'heure, le foyer de vie ne pouvait plus accompagner les personnes en transfert en interne pour des raisons financières, etc. Et de ce fait, j'ai trouvé ça dommage qu'il puisse plus partir et je discutais avec la direction et après un échange, un long échange, je me dit mais pourquoi tu crées pas un organisme de séjour adapté? Et ils m'ont vraiment aidé dans la création de l'association. Ils nous prêtaient des véhicules, ils nous mettaient des accompagnateurs à disposition. Ils nous ont aussi prêté de l'argent pour qu'on puisse créer l'association. Donc ils ont eu vraiment confiance en ce projet pour que tout d'abord les résidents de leur structure puissent partir en vacances. Et ensuite on a élargi petit à petit au fur et à mesure des années. On a ouvert à tout le monde et maintenant on fait des séjours sur toute la France. Et on accompagne des personnes de toute la France aussi et de diverses structures. Donc petit à petit, on s'est fait connaître. Après, aussi, j'ai créé l'association avec Mallory qui n'est pas présente aujourd'hui, qui n'a pas pu être présente. Et on avait, lorsqu'on était jeunes, 18-20 ans, pendant quelques années, on a fait des séjours adaptés. Et elle avait beaucoup aimé aussi. Et elle avait toutes les capacités, parce qu'en fait, j'ai un peu appris, je me suis un peu formée sur le tas, oui. Sur le tas au niveau administratif, mais on avait vraiment on était complémentaires parce qu'elle avait un DUE gestion des entreprises et des administrations, une licence de gestion, un master sciences de management, option activités touristiques et hôtelières. Donc du coup, même pour les agréments, etc., ça nous a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément organiser des séjours adaptés sans avoir la connaissance que j'ai auprès des personnes en situation de handicap, car c'est quand même beaucoup de logistique, beaucoup de connaissances à prendre en compte. Juste pour la répartition, je sais pas, pour l'organisation d'un séjour, pour la répartition dans les véhicules en fonction du nombre de personnes en fauteuil roulant, livrer du matériel médical, il y a plein de choses techniques et nos deux compétences étaient complémentaires. Et même aujourd'hui, toutes les personnes investies dans l'association, on a tous de près ou de loin un rapport avec le handicap et tout le monde est sensibilisé, les membres du bureau et tout le monde. L'activité a progressé, on s'est beaucoup développé ces 8 dernières années. Pendant 4 ans, j'étais bénévole. Maintenant, du coup, je suis directrice. On a quelques salariés. Donc, du coup, on a Mallory qui gère la comptabilité et la communication, mais qui est à temps partiel, qui a un travail à temps plein en tant que gestionnaire de paye dans une autre structure. On avait une apprentie qu'on vient de prendre en CDI en tant qu'assistante administrative à temps partiel et on a quelqu'un pour la période estivale parce que on peut plus subvenir. On a beaucoup de demandes, donc on souhaite répondre à la demande de tout le monde dans la mesure du possible. On veut quand même rester une association familiale car on connaît quand même tous les vacanciers qui partent avec nous à peu près. De plus, cet été, il y a eu le film Un petit truc en plus. Et c'est vrai que ce film, il a fait changer, il est en train de faire changer beaucoup de choses. Que du coup, il y a des personnes qui connaissaient pas les séjours adaptés, même des personnes adultes en situation de handicap ou leur famille qui connaissaient pas ces séjours. Et du coup, ils ont découvert un petit peu. Enfin, ils ont découvert. Et surtout, nous, on a rencontré beaucoup de difficultés au niveau du recrutement pour les personnes en situation de handicap. Et par conséquent, depuis qu'il y a eu le film, on a beaucoup de personnes, suite au film, qui veulent tenter l'expérience et découvrir le métier d'accompagnateur de séjour adapté. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Je propose de poursuivre avec vous, Cécilie Gardet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des bienfaits de ces séjours? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Moi, déjà, je suis AMP en structure. Pardon. Excusez-moi. Je suis AMP en structure. Je suis salariée à temps plein toute l'année. Je suis bénévole dans l'association, du coup. Et avant que Louise crée l'association, j'ai rencontré Louise dans ma structure, là où je travaille actuellement. Et avant qu'elle crée l'association, les résidents dont je m'occupe partaient avec nous. C'est nous qui créions les transferts, et on appelait ça des transferts. Et ils partaient avec nous. Et au bout d'un moment, ça a été, c'est devenu un frein parce que c'est très chronophage au niveau du temps, de la paye. On partait une semaine, on partait jour et nuit. On avait
ça devenait très chronophage pour pour l'association et elle pouvait pas nous faire récupérer. C'était compliqué à la fin. Il y a des temps de repos qu'il faut qu'on ait, il y a des jours de repos dans la journée. Il faut pas qu'on finisse le travail à telle heure le soir et recommencer le lendemain. On partait quasiment jour et nuit. Donc et du coup, Louise a permis désolée, j'ai du mal, je suis pas du tout habituée à l'exercice. Et Louise a permis du coup de pouvoir continuer à ce que les résidents partent en vacances et ça leur permet de couper avec la vie institutionnelle. Ils sont là toute l'année parce que nous on a des adultes qui vivent là l'année. Maintenant, certains malheureusement n'ont plus leurs parents, donc ils sont avec nous tout le temps. Et donc ça leur permet de sortir carrément, de plus avoir leurs éducateurs sur le dos, comme on dit, parce que nous on a des activités, on s'en occupe, on est avec eux du matin au soir. Et du coup là ils ont vraiment ils vivent une vie. Ils vivent des vacances comme tout un chacun, quoi. En fait, ils partent, ils choisissent les endroits, ils peuvent partir avec des copains s'ils ont envie, ou alors avec des personnes qu'ils connaissent pas. Ça leur permet tout ça un petit peu. Très bien. Et quelles sont les difficultés que peut-être vous rencontrez et aussi les difficultés que rencontrent les familles? La difficulté principale, malheureusement, c'est le financement. La difficulté principale, malheureusement, c'est le financement, parce que les séjours adaptés demandent la prise en charge du surplus du handicap, et ça fait partie, c'est les trois quarts du prix du séjour en fait. Il faut parce que nous on est spécialisé dans les personnes en situation de handicap moteur, donc il faut des véhicules adaptés. Et on essaie dans l'association d'avoir du personnel qui a une appétence auprès du médico-social. On les paye en conséquence. Quand il y a les activités adaptées sont plus chères que des activités lambda, le surcoût est vraiment important. Donc le principal frein c'est celui-là, quoi. Et après il faut ce que disait Madame aussi, il faut que les familles arrivent à faire confiance à quelqu'un d'autre, surtout pour partir en vacances. On part loin des familles des fois, et c'est pas évident pour un parent même si c'est des adultes, hein, c'est la même problématique pour des enfants, je pense. Hein. C'est pas évident pour un parent de laisser son enfant et de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas. Parce qu'en structure, ils nous voient toute l'année, on a des rapports avec eux, mais l'été, ils peuvent ne jamais nous avoir vus et c'est compliqué, il y a ça aussi. Très bien. Et juste une question, donc sur le coût des séjours, est-ce qu'ils peuvent être financés par la PCH alors financés en totalité, non. Ils ont pas en totalité, mais une aide. Voilà. Il y a plusieurs aides. Il y a la prestation compensatrice de handicap qui permet de rembourser les surcoûts liés au handicap. Après, si c'est pas pris en charge par la PCH, il y a le fonds départemental de compensation. Après, il y a des chèques vacances aussi. Il y a plein de sur notre site, on a avec toutes les aides pour les parents, pour que les familles puissent aller voir et se renseigner. Mais après, il y a quand même une part qui est prise en charge par la personne qui part. Tout n'est pas pris en charge pour les adultes. Contrairement peut-être aux enfants, je pense, je sais pas. Audrey Couret-Topel. Pour les enfants, nous on a 0 surcoût. C'est-à-dire que le coût voilà, que paye pour Julia Rose, c'est le même voilà. pour Sacha. C'est pas dire qu'il n'y a pas de surcoût, hein, mais oui. j'ai souvenir par exemple, Julia Rose est partie au ski. Évidemment, on est d'accord qu'elle ne skie pas, mais quand ils ont fait de la promenade en raquette, elle a une grande fatigabilité. Et ben ils ont loué, les PAF a loué pour qu'elle fasse la même balade, une sorte de traîneau. J'ai trouvé ça génial. J'ai vu les photos et l'animatrice l'a tiré. Je me suis dit, mais c'est ce qu'il nous faut quand on ira au ski comme ça. Elle peut venir avec nous. Quand j'ai vu le prix à la journée de location. C'est très cher. On l'a acheté. Ah bon, ils l'ont acheté. Voilà. Non mais voilà, il y a des moyens matériels, il y a des vrais surcoûts, mais ils reposent. Grâce au ministère, en fait, ça permet que ça repose pas sur les familles. On sait tous, hein, quand on est confronté de près ou de loin à une situation de handicap, le 0 surcoût au quotidien, que ce soit médical, matériel, n'existe pas. N'existe pas. C'est toujours un coût. Il y a beaucoup d'aides, on a de la chance, mais enfin, il reste toujours un coût. Et là, sur des vacances, on arrive à vraiment avoir 0 surcoût. Je suis très consciente que c'est une chance exceptionnelle. J'entends que quand elle sera adulte, il y aura un surcoût. Voilà. On fera avec, mais on est très 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 conscient de ça, et ça m'avait étonné quand j'ai vu les photos. Je me suis dit, mais elle est vraiment inclue dans toutes les activités, et même quand il y a un surcoût, je me suis dit, ils se sont adaptés.
Vous l'aviez même anticipé par rapport à d'autres enfants, quoi. Anticiper ça. Non, c'est génial. Juste, j'ai pas eu l'occasion tout à l'heure, je suis juste vraiment, on a Aurélie Valado, effectivement, qui est pas là. C'est une personne, si jamais vous avez besoin, alors déjà, je sais pas comment elle fait, elle est tout le temps joignable. Je sais pas quelle est son amplitude horaire de travail, mais elle est tout le temps joignable, elle est géniale, elle trouve toujours des solutions et parfois même des solutions aux problématiques que nous-mêmes, en tant que parents, qu'on n'a pas eu le temps d'anticiper. Donc, parlez-en autour de vous, vraiment, c'est un travail formidable. Donc, je voulais la remercier, donc comme elle n'est pas là, vous lui transmettrez. Voilà. Merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais reprendre en fonction des prix des séjours. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent pas partir en vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Et il faut quand même savoir que concernant les MDPH, au niveau des aides sur la France, toutes les MDPH n'ont pas les mêmes règles. Et je pense qu'au niveau au niveau du ministère, ça serait bien que tout le monde soit pareil. Parce qu'en fait, par exemple, la Vienne, ils n'ont pas le droit aux aides pour partir en vacances, alors que juste à côté, les Deux-Sèvres y ont le droit. Et du coup, même nous, quand on conseille les personnes, on s'y perd un petit peu. Et je pense que ce serait quelque chose, ça serait super important. C'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Et également, nous, actuellement, on est en train de vraiment travailler sur le répit des aidants. On a fait une demande d'aide auprès de l'ARS pour que tout ce qui est frais de fonctionnement et surcoûts liés au handicap, si on a cette aide, soit plus affecté aux vacanciers qui payent que le coût réel des séjours. Et je pense que ce serait quelque chose quand même à réfléchir, parce que les vacances, c'est quand même important pour chacun, pour l'état psychologique et pour la santé mentale, la santé mentale des vacanciers et des adultes en situation de handicap. Sauf que c'est pas forcément assez considéré actuellement. Et je pense que ça serait bien de... Déjà qu'ils vivent en structure toute l'année, ils n'ont pas... Bon, maintenant, il y a quand même dans les structures, ils ont beaucoup d'activités. On travaille beaucoup sur faire des activités à l'extérieur, en dehors de la structure, avec des... Oui, sur la socialisation, sur l'inclusion, mais malgré tout, les vacances, ça c'est quand même encore un sujet qui est compliqué pour eux et ils sont pas tous égaux au niveau des aides qu'ils ont, même au niveau de l'argent qu'ils ont tout simplement. Donc on a des résidents qui font des économies pendant 2 ans, 3 ans pour partir juste un été, quoi. Oui, un été, une semaine, pardon. Non, puis les aides ne sont pas d'un département à l'autre, c'est vrai que ça serait bien. Je ne sais pas si c'est possible, mais il faudrait peut-être réfléchir à ça aussi. C'est quelque chose à noter. C'est problématique, c'est très problématique. Merci beaucoup. Si vous pouvez couper votre micro, je vais juste redonner la parole 1 minute à Audrey avant de passer à Bernard Goyer. Je voulais juste préciser justement à ce sujet-là, c'est très différent en local, effectivement, donc n'hésitez pas. C'est pour ça que la PAF a aussi des délégués par département, c'est parce qu'en fait c'est aussi notre rôle de savoir ce qui se fait en local, ce qui est possible de faire, de se rapprocher de la MDPH et d'être en fait un élément facilitateur autant que faire se peut. Donc en général, des fois, quand la question se pose une fois, on fait les recherches, une deuxième fois, gagner du temps. N'hésitez pas à contacter le délégué à PAF de votre département. S'il n'a pas la réponse, il ira la chercher ou il prendra à tâche et on vous répondra sur ce qui est possible de faire. C'est exactement là qu'on peut être utile et qu'on peut vous aider. Merci beaucoup. Bernard Goyer, donc voilà, après les 2 organismes, l'ADSCAF, qui je pense est sans doute plus connu de notre public, mais est-ce que vous pouvez quand même nous en dire quelques mots et à qui elle s'adresse ? Donc bonjour à toutes et tous. Donc la SCAF, en fin de compte, elle existe depuis 1946 grâce à René Beden qui a créé la SCAF. Donc c'est une association fédérale. Donc ça veut dire j'aime bien le répéter puisque quand je suis dans en présentation avec des comités d'entreprise, je suis obligé d'expliquer. Donc la SCAF, c'est Association touristique, culturelle des administrations financières. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, nous on a une fédération et on est divisé en sections départementales. Chaque section départementale est autonome et quand je dis que ça veut dire beaucoup de choses, c'est qu'en fin de compte, quand je prends le culturel, nous dans le Finistère, on aime bien en fin de compte organiser des sorties et tout le monde est invité. Donc ça s'adresse à tous les agents, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur handicap, ils sont bienvenus et nous on s'adapte en fin de compte dans les sorties pour leur permettre en fin de compte de profiter de ces journées-là.
Aussi, en fin de compte, au niveau sportif, en fin de compte, donc on organise aussi des challenges. Donc, je vais parler un petit peu pour le Grand Ouest, puisqu'il y a la Coupe du Grand Ouest, mais il y a la Coupe du Centre. Il y a aussi d'autres coupes dans toute région et qui s'adressent à toutes les personnes. Dans la Coupe du Grand Ouest, nous avons un collègue qui est venu l'année dernière, donc il avait un problème au bras. Il est venu courir, il a participé à d'autres activités qu'à la pétanque. Voilà, donc on est ouvert à tout le monde. Et culturel, donc ça correspond à tout ce qui est art plastique, chorale, peinture, enfin voilà. Donc c'est pareil, donc c'est ouvert, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour participer à nos challenges. Et voilà. On va voir d'ailleurs quelques photos. Donc, je pense que Thibaut va passer quelques photos et puis un article aussi qui met en lumière votre action. Qu'est-ce que vous recherchez donc avec ces séjours? C'est vraiment le vivre ensemble, le plaisir ensemble et valide des personnes en situation de handicap ou non? On voit les photos, donc en fin de compte, ce que l'on recherche, en fin de compte, je dirais que le bénéfice qu'on a, c'est de voir le sourire, en fin de compte, de ces journées qu'on fait. Notamment, donc chaque année, depuis 3 ans, nous sommes présents donc au centre de rééducation fonctionnelle de Carpath, dans le Morbihan. Donc c'est un centre en fin de compte qui est ouvert à toutes les personnes qui ont des problèmes neurologiques, enfin qui ont des accidents ou éventuellement des grands brûlés. Cette journée-là, en fin de compte, c'est donc je vais devoir remercier mes présidents du Grand Ouest qui me soutiennent. Hein, donc il y a la Sarthe, il y a la Mayenne, il y a la Vendée, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Côte-d'Armor. Et puis celui qui a la pointe, c'est le Finistère. Donc faut le dire. Non, voilà. Et donc voilà. Dans cette journée-là, donc enfin, c'est un triathlon. Donc avec une personne à mobilité réduite ou handicap et 2 personnes valides. Cette année, donc nous avons fait le triathlon avec Pascal Kosker, qui était malvoyante, et l'année dernière, c'était avec mon fils, qui est paraplégique. Donc on profite de ces journées-là, enfin compte déjà de donner notre temps, mais ça compte pas, de donner du plaisir. Et puis on verse en fin de compte une somme de 1 000 € pour aider en fin de compte le centre mutualiste à acheter des prothèses, à acheter du matériel, à trouver des nouvelles technologies pour en fin de compte aider toutes les personnes à mobilité réduite ou handicap. Et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer lors de l'organisation de ces séjours? C'est pas, j'aurais dire que c'est pas les difficultés dans l'organisation de ces séjours, c'est en plus de nous faire connaître auprès de vous. Parce qu'en fin de compte, on a un problème, en fin de compte, sur au niveau de la communication. Je n'ai pas le droit, en fin de compte, de m'adresser directement à vous. Parce que il y a problème de discrimination. Je n'ai pas le droit, en fin de compte, d'utiliser le portail, en fin de compte, Ulysse, pour, en fin de compte, m'adresser directement à vous pour venir chez nous pour faire des activités sportives, culturelles. Donc, en fin de compte, moi, la plus grosse difficulté, c'est que vous venez vers nous. Enfin, ce que j'aimerais bien, c'est que vous veniez vers nous, faire chaque section, et qu'on puisse, en fin de compte, faire du travail ensemble. Pas du travail, enfin, des loisirs ensemble. Ça peut être des sorties, ça peut être, en fin de compte, du sport. Il y a des possibilités. Moi, je rencontre pas mal de, en fin de compte, de clubs handisport. Et voilà. Donc, voilà, je suis très ouvert. Si une section, en fin de compte, vous poserait un problème, etc., n'hésitez pas à venir me voir. De toute manière, vous avez mon adresse. Donc, vous pouvez me contacter sur la classe Finistère, où il y a mon numéro de téléphone. Et puis, on peut trouver des activités pour vous. Et je pense que voilà, c'est important que nous travaillions tous ensemble et qu'on vous propose aussi des choses que peut-être que vous n'auriez pas pu faire, soit en culture. Voilà. Et peut-être, Bernard Goyer, une dernière question sur les projets. Est-ce que vous avez déjà des idées en tête pour 2025, des nouvelles réalisations? Alors, j'ai un projet. Ça fait
2 ans que je le porte. Ça n'a rien à voir. Enfin, quand c'est pas parce qu'il y a eu des Jeux paralympiques que j'ai ce projet. Donc, ça fait 2 ans. Je suis soutenu donc avec mon président, donc Fabien Rios. Je suis soutenu par la fédération, par l'ensemble des administrateurs aussi, des présidents départementaux. Alors, l'idée, c'est qu'en fin de compte, c'est de faire un court séjour. En fin de compte, autour de la voile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, moi, quand on parle d'inclusion, moi, ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, c'est que ne pas laisser une personne partir seule. Enfin, bon, sur le voilier, qu'en fin de compte, mettre rien que des personnes qui ont été réduites ou en handicap sur le voilier. Moi, s'il y a des questions, c'est une histoire, c'est en fin de compte une personne mutée réduite ou handicap avec une personne valide, que ce soit un proche, un collègue, une personne de sa famille. Voilà. Donc ça, c'est un séjour qui va se réaliser donc en début septembre 2025. Alors pourquoi j'ai eu beaucoup de mal? Parce que c'était problème d'hébergement. Là, j'ai trouvé une structure, donc Vacances Village Soleil, qui est prêt à nous accueillir pour début 25. Donc alors, il y aura de la voile, il y aura aussi du tennis de table, puisque en fin de compte, Xavier Palu, qui est entraîneur paralympique tennis de table, qui était aux Jeux Olympiques, donc est partant. Il y aura du tennis, puisque le club de tennis et de handisport de Lorient, qui sont en National 2, je crois, sont partants pour venir, fin de compte, participer avec nous. Il y aura après, donc ça c'est le côté un petit peu sportif. Il y a aussi le côté touristique. Eh ben, ça va te découvrir un petit peu de la Bretagne. En fin de compte, ça sera à Fouesnant. Donc voilà, donc vous verrez, normalement il y aura un petit peu de crachin pour vous accueillir. Un petit peu de vent. Non, mais je plaisante. Non, tout est prévu, on a tout prévu. Et puis il y aura aussi le côté culturel, c'est qu'en fin de compte, il y aura des ateliers peinture, il y aura des ateliers en fin de compte écriture nouvelle, etc. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir le ressenti en fin de compte des personnes à la fin de ces 3 jours qu'on va passer ensemble. Et pourquoi pas éventuellement, bon, alors j'ai lancé un petit peu le ballon à ma fédé. Je regarde mon copain Michael me dire pourquoi il n'y aurait pas peut-être un petit livre qui serait ouvert, enfin qui serait écrit, en fin de compte, pour sur ces 3 jours. Alors ça, c'est les projets pour les projets, mais j'ai encore d'autres projets, puisqu'en fin de compte, moi, ce que j'aime, c'est en fin de compte, c'est toujours avancer. Et je me dis, en fin de compte, pourquoi pas, en fin de compte, au niveau de la SCAF, pourquoi pas, si on peut pas, vous pouvez pas le faire au niveau départemental, créer des équipes, en fin de compte, interrégionales, en fin de compte, sur le sport, ou éventuellement, je discutais hier soir avec une personne. On a des moyens techniques, on pourrait faire éventuellement donc une chorale, mais il y a toujours en inclusion, c'est-à-dire avec des personnes valides et des personnes à mobilité réduite. Pareil pour la musique, on pourrait créer un groupe de musique. Enfin, il y a plein de possibilités. Merci beaucoup. Michael Petit, vous voulez nous rejoindre? Je pense qu'on avait prévu un siège pour vous, donc ou vous vous exprimez au pupitre comme vous le souhaitez. Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci tout d'abord pour cette invitation. Un grand merci à l'APA Finance d'inviter l'ETSCAF du Finistère et l'ETSCAF fédérale à votre journée annuelle d'études. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de partager cette journée avec vous. Comme l'a expliqué mon collègue, effectivement, on essaye au mieux, l'ETSCAF essaye au mieux de rentrer dans l'inclusion et en fait on a des missions, effectivement, les ministères nous donnent des missions, des objectifs, mais notre vocation première c'est de répondre aux besoins, aux souhaits de nos adhérents et de tout agent des ministères économiques et financiers. Et on a des agents, on répond aux besoins de nos agents valides, mais il faut aussi qu'on réponde aux besoins de nos agents qui sont en situation de handicap. Et effectivement, je pense qu'on le fait, on est dans les balbutiements, on commence à le faire, et il faut encore qu'on se développe à ce niveau. Alors, on a déjà des échanges avec l'APA Finance.
on va développer ces échanges, on en aura de plus en plus, je pense, à l'avenir. Et moi, en préparant cette journée, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a des liens, on va créer des liens, et en fait, on a un lien qui pour moi est presque éternel maintenant, qui est exceptionnel en fait, parce qu'on on a partagé une personne qui était exceptionnelle, une personne qui était impliquée au sein de l'APA Finance, et que je ne savais pas qu'il était impliqué cette personne était impliquée au sein de l'APA Finance, et en fait, elle était impliquée autant qu'au sein de l'ATSCAF fédéral et de l'ATSCAF en général. Et voilà, Bruno Morceau, en mémoire à Bruno Morceau, je pense qu'effectivement, on peut avoir énormément de liens entre l'APA et l'ATSCAF, pour le bien-être de toutes les personnes qui ont besoin d'être, toutes les personnes à mobilité réduite, etc., toutes les personnes à besoin d'inclusion. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir travailler énormément ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Bernard Goyer voulait ajouter quelque chose. Ouais, je voulais dire qu'en fin de compte, sur Rennes, il y a beaucoup d'associations. Et comme je disais l'autre jour à mon président, seul on fait pas grand-chose. C'est vrai que tous ensemble, je veux dire, on peut avancer. Que ce soit la PA Finance, moi je travaille aussi avec la MASFIP Finistère, la MGFI. Je travaille aussi avec l'action sociale. Je pense que voilà, si on est tous ensemble, on a de moins en moins de moyens en plus. Alors c'est bête de se priver en fin de compte de cette solidarité, de cette envie qu'on peut transmettre, et c'est important. Voilà, c'est le dernier message que je voulais dire. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Bien, Madame Bonacchi-Calavetta, je me tourne vers vous. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la SRIAS, parce que c'est pas forcément connu de l'ensemble des agents. Donc, quelles sont vos missions, là aussi brièvement? Alors, la SRIAS Île-de-France, c'est la section régionale interministérielle d'action sociale. Donc, moi, je vais parler plus particulièrement pour l'Île-de-France que je représente. Mais si vous êtes de d'autres départements, il y a des sections régionales dans toutes les régions. Donc, n'hésitez pas à les consulter, leur site, parce tout le monde propose des actions. Donc c'est vrai que moi, je vais simplement développer pour l'Île-de-France, puisque j'ai le mandat que pour l'Île-de-France. Mais n'hésitez pas aussi à aller consulter les sites, parce que toutes les SRIAS ont un site internet. Donc c'est la section régionale interministérielle d'action sociale. Elle intervient en complément de votre action sociale ministérielle au profit de l'ensemble des agents de la fonction publique d'État de la région Île-de-France. Donc pour la région Île-de-France, en actif, c'est plus de 801 000 personnes de la fonction publique d'État, sans les établissements publics, ni les ayants droit, ni les agents retraités. Donc c'est la plus grosse SRIAS en termes de volume. Après, c'est une instance paritaire où il y a des représentants du personnel et des représentants de vos administrations qui y siègent sur plusieurs thématiques. Donc après, on va développer les thématiques, mais elle intervient sur le volet de l'enfance, les berceaux de crèche, le logement, notamment sur le logement d'urgence et temporaire. Je vais développer le volet vacances, il y a le loisir et il y a aussi l'accès au RIA. Merci beaucoup. Donc précisément pour les vacances et les loisirs, est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous proposez, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Oui, on propose beaucoup de choses et ça interviendra en complément, parce que même à partir de 18 ans, vous pouvez avoir des choses prises en charge. Donc c'est vrai que nous mettons en place aussi des prises en charge pour des séjours pour les agents ou leurs ayants droit. Donc c'est vrai que là, les séjours, actuellement, on tenait 2 commissions handicap dans l'année. On voit que cette formule doit être vue, et l'année prochaine, les agents pourront choisir tout au long de l'année le séjour qu'ils souhaitent. Alors après, il y a une liste quand même de prestataires qui est définie pour pouvoir passer les conventions. Mais suite à ces conventions et en fonction de votre quotient familial, vous avez une prise en charge. Et s'il y a un surcoût lié au handicap, la SRIAS prend en charge à hauteur de 2 300 € maximum, sans plafond de ressources. Par contre, nous, contrairement, on a quand même une enveloppe budgétaire contrainte, donc c'est dans la limite des crédits disponibles. Mais je vous invite, on a un site sur la SRIAS, Île-de-France, qui s'appelle Handicap et aidants, et il y a toutes les actions liées au handicap. Franchement, n'hésitez pas à aller le consulter.
On a aussi des marchés vacances et colonies de vacances, mais pour les colonies de vacances, il y a 2 prestataires. Donc si vous avez un enfant qui souhaite partir par un de ces prestataires, n'hésitez pas à informer le prestataire et on trouve une solution ensemble pour que votre enfant puisse partir la plus adaptée et voir aussi l'accompagnement, comment on peut le prendre en charge, mais on est vigilant aussi à ce que tous les enfants puissent partir. On organise aussi, pendant les vacances de la Toussaint, des colonies de vacances pour les enfants. Donc là, il y a 3 tranches d'âge de concernés. Bon, après, c'est vrai que ça va jusqu'à 17 ans. Mais là, c'est pareil, où la SRIAS prend en charge et n'hésitez pas à faire remonter au prestataire s'il y a des besoins spécifiques et on travaillera avec le prestataire pour voir comment on peut le prendre en charge. Alors après, sur le volet vacances, c'est vraiment le gros des actions et je vous invite à aller sur le site de la SRIAS. Pour les agents qui sont affectés en région Île-de-France, par votre bureau d'action sociale, vous recevez une newsletter mensuelle. Donc, dans cette newsletter mensuelle, vous avez toutes les actions de la SRIAS sur les volets vacances, loisirs et sur toutes les thématiques. N'hésitez pas à les regarder et à vous inscrire. Par contre, c'est vrai que au vu de la volumétrie, on essaye de proposer quand même beaucoup d'actions, mais on est quand même limité aussi par un nombre de places aussi. Donc, mais n'hésitez pas, on vous propose plusieurs dates pour que ça soit accessible à un plus grand nombre d'agents. Après, je vais vous évoquer rapidement ce qu'on vous propose aussi pour le volet culture. Pour ceux qui ont un enfant en situation de handicap, on fait les enceintes et les casques Merlin sans condition d'âge. Donc, il y a une campagne annuelle et c'est pris en charge par la SRIAS. Donc c'est vrai que ça vous permet de bénéficier d'une enceinte et d'un casque permettant d'accéder à une sélection audio issue des magazines de Bayard et des chaînes de Radio France. Donc cette année, on a pu accorder 90 enceintes et casques. On a des coupons sport spécifiques au vu du surcoût. Les quotients familiaux ont été relevés aussi pour vous, pour prendre en charge le surcoût. Pour l'offre Bayard Presse, on a une offre Bayard Presse où on a une campagne annuelle. Et là, après, pour les enfants en situation de handicap, ils peuvent choisir le magazine qu'ils le souhaitent. Et on fait une course de solidarité. Donc l'année prochaine, on va développer, cette année, c'est la course des Lumières. Donc la marche de 4 km est accessible et les fonds sont reversés à une association de recherche. Mais pour l'année prochaine, on est en train de travailler avec l'association des paralysés pour essayer de proposer la course de solidarité qui est quand même adaptée et plus accessible pour tout le monde et où les dons seraient reversés à une association pour favoriser la pratique sportive pour les agents en situation de handicap. Et ensuite, si vous avez besoin quand même, je tiens à l'informer, on organise des journées à la mer, des journées aussi ou des spectacles de fin d'année. Si vous avez besoin d'un accompagnateur, il y a quand même des prestataires, n'hésitez pas à les informer que vous avez besoin d'un accompagnateur et on travaillera avec eux pour que vous puissiez réaliser l'action. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, parce que le handicap est transverse à toutes les thématiques que vous traitez, avec parfois une offre qui est méconnue des agents. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors en complément, la SRIAS Île-de-France a mis en place un référent handicap qui est transverse sur toutes les thématiques. Donc c'est vrai que sur toutes les thématiques, même sur le volet crèche, si vous avez un enfant en crèche et que vous faites la demande, n'hésitez pas à informer. Et le bureau d'action sociale, si vous êtes retenu sur les pour la place d'attribution des berceaux de crèche, on essaiera de vous orienter sur la crèche la plus adaptée pour votre enfant et s'il y a besoin de mettre un accompagnateur, on le met en place. Après, sur tous les dispositifs de logement pour les logements d'urgence, c'est sur rapport de l'assistante de service social, mais on a demandé à ce que toutes les prestations hôtelières, hôtels et appart-hôtels soient adaptées. Donc là, on essaye de travailler. On a quand même d'énormes efforts à faire parce que l'offre est en inadéquation aussi par rapport aux demandes, mais on essaye et on continuera à s'améliorer au fil des années. Donc, mais là, c'est vrai que si vous avez des besoins, n'hésitez pas aussi, même pour Balaé, ils ont aussi des logements qui sont adaptés parce que la SRIAS Île-de-France gère aussi Balaé, qui est la plateforme de logement. Donc après, n'hésitez pas à faire remonter, ils ont des logements aussi qui sont accessibles.
Et pour le volet des restaurants, alors nous, sur la restauration collective, on est plus sur le volet RIA où vous êtes moins concernés. Mais c'est vrai qu'il y a des dessertes roulantes et on met aussi des dispositifs d'accompagnement dans les RIA pour que vous puissiez aller y déjeuner. Formidable. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs à vous tous pour toutes ces présentations et ces actions très, très belles et très inspirantes. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Oui, monsieur lève la main. Et Thibaut, n'hésitez pas également si vous avez des questions ou réactions via le chat. Oui. Alors, s'agissant du chat, j'avais à mentionner, excusez-moi, s'agissant du chat, j'avais à mentionner un message de remerciement de la part d'Emmanuel Dinquin, qui souhaitait dire un grand merci à l'EPAF d'avoir ouvert aux actifs le séjour des personnes âgées, ce qui lui a permis de partir avec son compagnon en séjour au Cap Ferret. Sans eux, elle n'aurait pas pu visiter la région, car souffrant d'un handicap visuel, donc elle remercie chaleureusement l'EPAF pour lui avoir permis d'avoir des vacances normales. Merci beaucoup. Et donc, ben oui, on peut applaudir parce que voilà, ça s'applaudit. Et donc, monsieur, on vous passe tout de suite le micro. Bonjour, je suis Nicolas Depreux, je suis correspondant social des douanes à Paris-Est. On reçoit effectivement la newsletter de la SRIAS de la part de nos délégations départementaux. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye de s'inscrire, c'est complet. Donc en fait, on n'est pas à la même, au même niveau d'information à la douane qu'aux impôts. Donc je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a des quotas. Ou ça arrive trop tard au niveau des délégations? Ce que je vous propose, c'est que vous me donniez votre adresse mail, comme ça vous serez dans le fichier de diffusion pour que les recevoir directement. Après, on a cette problématique en région Île-de-France, c'est que vous êtes quand même beaucoup de correspondants, il y a les correspondants de toutes les administrations, et on n'a pas forcément les ministères, vos administrations ne fournissent pas quand même des fichiers actualisés avec tous les correspondants. Donc, ce que je vous propose à l'issue, n'hésitez pas à me donner votre adresse mail. Comme ça, on vous inscrira dans le fichier de diffusion et je vous donnerai mon adresse mail si vous ne le recevez pas. Comme ça vous permettra... Oui, mais le fait que, une fois que vous serez inscrit dans le fichier de diffusion, vous le recevrez dès le début. Comme ça, il n'y aura pas le délai aussi de transmission. Et ça sera beaucoup plus rapide. Et s'il y a un souci, je vous donnerai mon adresse mail et vous me contacterez. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, donc Nicolas, je suis délégué à PAF dans les Vosges. Moi, je voulais apporter quand même mon témoignage et dire que c'était important tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Parce que on a des enfants, des fois, on a la chance de ne pas avoir d'enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que de découvrir qu'il y a des enfants qui sont en inclusion avec nos enfants, ça leur permet d'avoir une ouverture aussi, de comprendre les handicaps, de les découvrir, de les sociabiliser, d'en discuter avec eux. Et des fois, ça débouche aussi. Ma fille, sur mes 4 enfants, j'en ai une qui a fait des séjours EPAF en tant qu'accompagnatrice, animatrice ressources, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que le handicap n'est pas toujours visible. Ça permet à des parents de se libérer un petit peu du temps parce que c'est lourd des fois de supporter des handicaps. Ça permet aussi de leur permettre de se détacher de l'enfant, même si c'est pas toujours facile, de se dire est-ce qu'il va réussir à survivre sans moi ou est-ce que c'est l'inverse, est-ce que moi je vais réussir à survivre sans lui. Mais de savoir que les enfants sont accompagnés par du personnel compétent avec du matériel en état, etc. C'est super. C'est super pour ces enfants qui sont en inclusion, mais nos enfants sont aussi ceux qui sont pas en situation de handicap sont aussi en inclusion vis-à-vis du handicap, et ça, c'est important pour la sociabilisation de nos enfants. Voilà. Et pour la MDPH, c'est vrai que toutes les MDPH ne sont pas pareilles, parce que c'est un financement départemental, et c'est vrai que ça, il y a un manque d'harmonisation, mais ça peut être nous, notre rôle aussi, je parle des délégués à PAF, mais ça peut être d'autres choses, de discuter avec nos relais locaux, départementaux, pour leur dire, tiens, dans tel département, il y a telle chose qui existe, est-ce que vous pouvez le faire? Voilà.
après, ça n'engage en rien, mais on peut toujours essayer. Et c'est l'avantage d'avoir un réseau comme le réseau de la PAF. Voilà. Donc, merci à tous pour tout ce que vous faites pour nos enfants qui sont en situation de handicap. Et merci à ces enfants, ces personnes en situation de handicap qui nous apportent aussi à nous, qui sommes valides, quelque chose d'important au quotidien. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bernard, une réaction peut-être? Oui, une réaction, en fin de compte. Bon, il y a quelques années, là, quand j'avais moins de cheveux blancs, j'étais animateur de centre de vacances, donc il y a à peu près 30 ans, et on avait accueilli donc une petite, en fin de compte, qui était trisomique. Et je peux vous dire que le problème pour nous, en tant qu'animateur, c'était pas l'enfant, c'était en fin de compte de séparer les personnes parce que tout le monde voulait dormir avec lui, enfin avec elle, pardon, et donc tout le monde voulait s'en occuper, etc. Donc c'était le plus dur, en fin de compte, en tant qu'animateur, de séparer. Donc l'inclusion, donc elle existe au niveau des enfants depuis un certain temps. Ça, pour moi, je l'ai connu depuis un certain temps, donc et je trouve que c'est super et que ça continue au niveau des PAF. Ben, j'en suis ravi. Merci beaucoup. D'autres réactions, non? Oui. Une question. Une question. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais apporter un témoignage tout d'abord, saluer que ce soit la SCAF, les PAF et autres associations, que je vois que ça s'est démocratisé, parce que je vous fais part de mon expérience rapidement. En 1975, en fait, à l'époque, c'était des colos-PTT, et en fait, j'étais le premier à partir dans une colonie complètement normale. Il n'y avait que moi qui avait un handicap, et ça s'est très bien passé. Et ça s'est démocratisé. Et après, à l'UCPA, en fait, ils prenaient pas de personnes handicapées. Et j'avais un collègue qu'on a été s'inscrire et qui a dit, j'ai un collègue qui a un handicap. Ça s'est jamais fait. Et ils ont été partants. Et ça s'est très bien passé. Et après, je voulais dire qu'avec la SCAF, depuis 15 ans, je suis la SCAF du Val d'Oise et j'ai voyagé avec notamment Corinne Campion et j'ai fait le tour du monde quasiment avec la SCAF. Donc merci et que ça continue et que ça évolue. Ça fait plaisir de voir que en 75 que j'ai donné l'impulsion et que là, 50 ans après, ça s'est démocratisé et que beaucoup peuvent en profiter. Voilà, merci. Merci, bravo monsieur. Madame, on vous écoute. Moi, je préfère me lever. Bon, moi, je suis partie de la PAF, bien sûr, et justement, ma fille est en situation de trisomie 21, mais c'est une jeune femme maintenant, il y en a pas mal de vous qui la connaissent. Fanny, donc elle a 37 ans, et elle est partie avec les PAF, elle avait 15 ans, en séjour théâtre et roulotte dans les villages de l'Aveyron. Donc elle n'a pas eu besoin d'accompagnateur, mais tous les animateurs étaient là en bienveillance. Et il y en a qui partaient en roulotte pour les trajets, et puis donc elle l'avait gardée en minibus pour que ce soit plus facile pour elle pour la fatigabilité, mais donc c'est pas d'aujourd'hui, parce que ça fait quelques temps déjà. Donc c'est sûr que les PAF a toujours bien les vacances ensemble, et on en fait la promotion donc dans tous nos discours avec la PH Finance, il n'y a pas de souci. Et donc merci beaucoup pour tout ça, et ça continue, c'est très bien. Et je veux revenir sur les vacances adaptées de ces dames. Donc justement, maintenant, le but du jeu, c'est qu'elle a envie de... Pardon, je vois que vous... Elle a envie de partir, elle a un compagnon qui est trisomique aussi, et ils ont envie de partir, ils en ont marre de partir justement avec tout le monde. Ils ont envie ils en ont ras-le-bol, et c'est normal, ras-le-bol avec nous, et ras-le-bol aussi des vacances adaptées, faut être honnête, hein, en groupe. Donc leur projet, c'est de partir, de vouloir partir en couple, avec tout seul, au minimum, parce qu'il faut bien sûr un accompagnateur pour les voyages, pour plein de choses, parce qu'ils sont pas mal autonomes. Hein. Mais effectivement, c'est le rêve, et c'est très difficile à trouver des voyages pour eux deux. Jusqu'à présent, je ne connaissais pas du tout, et c'est impossible. Et le coût est vraiment très élevé pour tout, de toute façon. Ça, c'est autre chose, mais...
Alors, je vais quand même apporter une précision. Les séjours quand même de la SRIAS Île-de-France, il faut que votre fille soit fonctionnaire de l'État de la région Île-de-France. Ah oui, mais- Donc, ah si non. elle est fonctionnaire de l'État Île-de-France, alors après qu'elle attende le 15 janvier, parce que c'est vrai que moi, j'ai pris mon poste que l'année dernière, parce que c'est la nouvelle mandature, donc on est en train d'améliorer les procédures et d'essayer, voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait 2 commissions, mais à partir de l'année prochaine, à partir du 1er février, elle pourra se connecter sur le site de la SRIAS, il y aura une campagne dans la newsletter, mais elle pourra choisir tout au long de l'année. Donc là, il y aura plus de dates comme c'était un peu figé cette année, on le reconnaît. On améliore les dispositifs, c'est comme ça aussi. On travaille ensemble pour améliorer aussi les dispositifs. À partir de l'année prochaine, dès le 1er février, elle pourra réserver son séjour, elle aura la prise en charge, avec une liste de prestataires qu'elle pourra choisir, définie. Donc j'espère que c'est sur toutes les SRIAS, parce que moi je suis dans celle du Puy-de-Dôme, donc voilà. Alors mince, alors votre fille, tout dépend où se situe votre fille, si elle est au Puy-de-Dôme Ah aussi. oui, oui, dans le Puy-de-Dôme. Alors il faut que vous alliez sur la SRIAS de la région et que vous regardiez, mais n'hésitez pas sur tous les sites de la SRIAS. Je fais mes collègues, on est tous ensemble et on travaille tous ensemble. C'est dans l'intérêt collectif des agents. Alors c'est vrai qu'on fait au mieux, mais c'est vrai que les SRIAS c'est au niveau régional quand même, et il y a quand même beaucoup d'agents et on a quand même des enveloppes contraintes aussi. Donc ça aussi, mais on œuvre tous dans l'intérêt collectif pour proposer des actions. Donc n'hésitez pas, il y a toujours une personne contact. Donc si elle n'a pas l'information, qu'elle demande sur le site de la SRIAS, il y a un numéro, une personne à contacter. Je vous remercie, parce que du coup, aujourd'hui, j'ai Romain après pour la SRIAS, et puis du coup, avec les personnes qui sont venues de l'association, et forcément, on connaît pas mal d'associations, mais la vôtre, je la connaissais pas, et c'est important à savoir. Du coup, oui, on est totalement en capacité de répondre à la demande de votre fille. Donc, si vous voulez, je vous donnerai un petit flyer. Il y a notre mail, vous nous écrivez, on vous renvoie un questionnaire. Après, on peut aussi le faire ça dépend. On est à Poitiers, nous. Bon, mais c'est pas après, il n'y a grave. pas de souci. Non, mais il y a pas de souci. Oui, oui, j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci. On va chercher des personnes. On a fait un séjour, par exemple, il n'y a pas longtemps, avec des personnes qui étaient de Nice. Il n'y a pas de souci. Enfin, la distance géographique, il n'y a pas de souci. On vous renvoie, on peut faire des visios et on a un questionnaire à remplir avec leurs envies, leurs désirs, le temps de séjour, la période, le budget financier, etc. Et on s'adapte au mieux aux souhaits des personnes. Non, mais ça serait important aussi pour nous, pour toute la part, pour faire passer la diffusion à tout le monde, c'est très important parce que beaucoup d'adultes ont envie de. Il y en a marre de partir avec les autres, on veut aussi partir tout seul, donc il y a les deux volets, ce qui est normal. Et donc, merci pour ces informations. Et également, lorsque vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, il y a une association en France qui existe, c'est CNLTA, je ne sais plus trop le sigle, Tourisme adapté pour les personnes en situation de handicap, et ils peuvent vous conseiller sur les organismes existants qui peuvent accueillir dans votre région, les personnes en situation de handicap comme votre fille, adultes, enfants, selon les pathologies, le handicap, ils ont vraiment cette spécificité. Et je vous les recommande aussi, lorsque vous ne trouvez pas, ils regroupent un petit peu tout au niveau national. Merci beaucoup. Nous avons une question au premier rang de Jean-Claude Calife. Le micro arrive. Bonjour. Donc je voudrais poser une question de voyage, la dame, c'est vous là en fait là. Dites-moi par rapport aux adultes, en fait, moi je parlais pour les personnes déficientes visuelles. Quand une personne déficiente visuelle veut venir seule, par exemple, c'est ce jour que vous avez déjà prédéfini, ou bien la personne déficiente visuelle peut dire, mais tiens, j'ai envie d'aller dans telle région. Est-ce que ce sont des choses qui se font, ou bien comment ça peut se passer? Oui, ça peut se faire. Alors nous, on a des séjours de groupe, comme je disais tout à l'heure, qu'on propose à travers une brochure. Certains sont adaptés aux personnes non-voyantes, donc on vous propose les thématiques et vous nous dites ce qui vous correspond le plus et après on vous inscrit. Ou si ça vous convient pas, on peut faire un séjour sur mesure à la carte. Et là, généralement, c'est du 1 pour 1, à part si vous voulez partir avec un ou des amis à vous. Et là, on crée le séjour en fonction de vos désirs. Ça peut être tout. Hein. Il y a pas longtemps, par exemple, il y a un couple de personnes non-voyantes de Nice qui sont partis. On les a accompagnés une semaine en Sicile. Et on a trouvé un accompagnateur bénévole. Du coup, ça a réduit le coût du séjour. Bon, c'est très rare, mais pour s'adapter à leur budget, on a réussi à trouver une personne retraitée, éducatrice, qui les accompagnait en Sicile
pendant une semaine. Donc on fait au mieux pour répondre à vos souhaits. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou demande de précision? Oui, madame. Oui, je tenais à témoigner de l'EPAF, puisque moi, mon fils a pu bénéficier de colonies de vacances avec notamment des personnels, il avait des personnes ressources staff qui sont vraiment top. Enfin, je veux dire, les animateurs, enfin les équipes pédagogiques étaient super. Et quand j'entends des parents qui se disent justement inquiets d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances, il s'est éclaté quoi entre enfin il a fait plusieurs colonies scientifiques. Et ça s'est très très bien passé et vraiment bon ça merci. Bon maintenant il a 18 ans donc il est hors par rapport à la petite qui témoignait de son. Et par contre ce que je voulais dire c'était la problématique de la communication puisque vous disiez pour l'ADSCAF que vous n'aviez pas la possibilité de contacter les agents et le SRIAS c'est pareil donc je sais pas comment nous en tant qu'agents actifs on a, il faut que ce soit une démarche volontaire d'enregistrement à la newsletter du SRIAS. Pour les PAF, c'est pareil. Donc, je ne sais pas comment on pourrait faire pour tirer la sonnette d'alarme que l'ensemble des agents de toutes les directions, puisqu'on a le problématique des douanes, mais moi je suis à la DGCCRF, on a un temps de latence de 3 jours, donc quand on s'inscrit, il n'y a plus de place. Bon bref donc et par rapport à l'ADSCAF la problématique aussi des agents qui sont retraités aussi pour le SRIAS parce qu'il y a des gens qui changent de département donc qui changent de SRIAS quand ils déménagent, c'est-à-dire que par exemple notamment pour les ultramarins, les gens quelquefois quittent l'Île-de-France pour aller en Guadeloupe, en Martinique ou autre. Et il faudrait vraiment tirer la sonnette d'alarme, aussi bien pour les personnes handicapées que les actifs, pour qu'ils fassent une démarche de donner leurs coordonnées personnelles. Mais ça, je sais pas comment la communication peut bien passer. Parce qu'on finit par avoir énormément de réseaux sociaux, énormément d'informations, mais au final, on n'arrive pas à avoir les personnes concernées n'arrivent pas à avoir les procédures et les modalités pour avoir l'information en temps et en heure. Voilà, donc aussi bien pour l'ADSCAF et autres. Donc je sais pas comment, au niveau de Bercy, parce que c'est interministériel et il y a les services sociaux. Donc on finit, nous en tant qu'agents, on sait plus auprès de qui il faut s'adresser. Si c'est les services sociaux, si c'est le SRIAS, si c'est l'ADSCAF. L'ADSCAF, il faut être adhérent, mais pas forcément. Donc honnêtement, ça devient très compliqué. Et comme il y a beaucoup de choses qui bougent et que, comme j'ai compris, au 1er février 2024. Il y a un changement, l'EPAF va devenir ASF, donc il faudrait peut-être qu'il y ait une information, une communication et une mutualisation de toutes les associations qui se retrouvent sur Bercy ou ailleurs. Je vous remercie. Merci Madame Bonacchi-Calavetta. Alors moi je vais vous répondre sur la SRIAS pour le volet interministériel. Alors, en tant qu'agent, si vous recevez pas la communication dans les délais, parce que ça incombe aux administrations, parce que nous, au vu du volume, on transmet au bureau d'action sociale qui doivent vous communiquer à l'ensemble des agents. Il y a une autre, c'est ce qu'on préconise, parce qu'on sait que certaines administrations n'ont pas la même réactivité. Donc, je vous invite la première semaine de chaque mois. Vous allez sur le site de la SRIAS, il y a un onglet Newsletter. Et dans la newsletter, la première semaine du mois, on l'a fait volontairement pour que tous les agents puissent avoir un traitement d'équité quand même. Après, en général, les actions ne sont pas ouvertes le jour même. On a communiqué pour un titre d'information, on a communiqué dans la newsletter de début novembre des places de théâtre qui ouvrent aujourd'hui. Donc on laisse un petit délai quand même pour que si les administrations ne communiquent pas aussi rapidement que les inscriptions, on laisse un délai pour limiter quand même que le premier arrivé s'inscrive et quand même qu'il y ait plus de
d'équité de traitement entre les agents. Alors on sait que là, nous, au vu du volume, alors je vous dis, on est plus de 800 000 agents. Donc sur les places de théâtre, même si on propose 400 places, il y a quand même beaucoup d'agents qui s'inscrivent et vous avez le droit d'y aller avec votre conjoint et vos ayants droit. Mais n'hésitez pas à vous inscrire à une action de la SRIAS. Certaines actions, on les propose sur plusieurs dates. On a modifié les procédures cette année pour essayer de mieux répondre aux demandes. On s'améliorera l'année prochaine. Mais j'ai pris moi mon poste qu'il y a 1 an, donc l'année dernière, on a fait sur l'existant et on va améliorer les dispositifs au fur et à mesure. Alors je sais qu'aucun système n'est perfectible, mais ça, malheureusement, l'action sociale interministérielle doit être communiquée par votre bureau d'action sociale ministérielle et c'est ce qui relève du périmètre ministériel sur la communication. Ça engage votre ministère, donc il faudra que vous vous rapprochiez auprès de votre bureau d'action sociale. Merci beaucoup, Bernard Goyer. Donc, enfin, je vais te répondre, je vais même vous répondre. Le problème, en fin de compte, au niveau de la SCAF, c'est que nous, on n'a pas le droit de communiquer directement aux agents, contrairement, en fin de compte, à l'action sociale. Donc, l'action sociale peut, en fin de compte, communiquer à l'ensemble des agents. Moi, quand je communique je prends l'exemple de mon département, quand je communique aux agents du Finistère, je fais une newsletter qui est transmise par, en fin de compte, la direction à l'ensemble des agents et pareil aux douanes, en fin de compte, voilà. Donc, et j'ai des correspondants. Mais alors, le seul moyen, le seul mode de communication que j'ai trouvé, c'est le bouche-oreille. En fin de compte, c'est à vous aussi, en fin de compte, de communiquer ce qu'on fait, de répéter qu'on est là pour, en fin de compte, pour participer avec vous pour des activités pour les personnes à mobilité réduite, handicap, faire des actions avec vous. Et voilà, c'est pour ça que je travaille aussi avec la MASFIP, je travaille aussi avec donc l'action sociale, la MGFI, mais c'est le problème. Donc, au niveau du ministère, donc tu veux dire, c'est alors je sais plus quel organisme en fin de compte qui nous interdit en fin de compte de communiquer à l'ensemble des agents. Voilà. Donc on peut pas intervenir, que ce soit au niveau départemental que fédéral, on est bloqué. Merci. Une autre question? Oui, on vous écoute. Par rapport à vos sujets sur la communication, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un département, un fonctionnement. Pour l'Isère, en tout cas, que ce soit pour le SRIAS, Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'ADSCAF. L'ADSCAF, il y a une newsletter sur laquelle on peut s'inscrire, sur laquelle chaque agent peut s'inscrire. Et donc, du coup, en chaque début de mois, on reçoit un mail de la part de l'ADSCAF Isère qui nous donne toutes les informations sur les opérations du mois en cours. Et le SRIAS, effectivement, c'est communiqué aux assistantes à l'action sociale qui fait une demande auprès du secrétariat du directeur pour une diffusion à l'ensemble des agents. Nous, en Isère, c'est relativement rapide. Quand la demande est formulée par l'action sociale auprès du secrétariat, c'est fait dans la journée même. Donc, effectivement, j'entends qu'il puisse y avoir certains délais. Par contre, il faudrait peut-être harmoniser, on va dire, les pratiques de diffusion au niveau national pour notre direction. Parce que visiblement, il y a un peu une organisation, un département, une organisation, quoi. Alors, qui veut répondre? Bernard? Oui, je vais te répondre. C'est vrai que chaque département pratique différemment. Moi, j'ai réussi. En fin de compte, ça fait 3 ans que je suis président de la SCAF Finistère. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur. Donc, c'était au mois de juin l'année dernière. Et vu, en fin de compte, les activités que nous faisons, donc notamment, on a réussi à faire paraître, en fin de compte, sur Ulysse Finistère. Et donc, je travaille à la Diacofi, donc Ulysse et la Diacofi Centre-Ouest, un article, en fin de compte, sur Carpath. Mais voilà, il a fallu que je me batte. Ça fait 3 ans que je me bats pour la communication. C'est pas évident. J'arrive maintenant à sortir de 3 lunetteurs dans l'année en disant aux personnes, en fin de compte, voilà ce que nous proposons, ce que nous faisons. Les personnes sont obligées dans la lunetteur. En bas, on a marqué, en fin de compte, si vous voulez pas la recevoir, vous nous faites signe. Et puis, mais tout dépend des directions. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et chaque direction travaille différemment. Alors, moi, je peux pas parler sur l'ensemble des départements, mais on essaye, en fin de compte, d'avancer. Mais comme je disais tout à l'heure, la meilleure communication, c'est le bouche à oreille.
Et c'est comme ça que nous, on peut, en fin de compte, vous sensibiliser et puis vous apporter, en fin de compte, des solutions. Comme je disais tout à l'heure, sur des activités, quelles qu'elles soient artistiques, qu'elles soient, en fin de compte, sportives. Et on peut se regrouper entre départements pour vous offrir certains loisirs aussi. Oui, Audrey Couret-Topal. Le problème de la communication, c'est un problème qu'on rencontre aussi à la PAF. On est là et on aimerait que simplement qu'il y ait plus de monde qui ait l'info, parce qu'on peut pas aider grand monde s'ils savent pas qu'on existe. Et c'est un vrai, on y travaille, hein, on essaye, et on va essayer encore plus. C'est un gros chantier justement de coordonner et de communiquer, mais voilà, on a beaucoup travaillé hier, on voit que les idées sont là, les envies et les talents aussi qui nous rejoignent, on est ravis. Voilà, donc c'est un chantier qu'on va viser à améliorer parce qu'on rencontre en fait la même difficulté. On est là, on a envie d'aider, et on a certaines ressources aussi, il me semble, et beaucoup de bonne volonté. Et beaucoup de talents divers. On a des anciens avec de l'expérience, des nouveaux avec des talents, de l'envie, et tout ça ensemble, ça peut vraiment donner quelque chose. Seulement, on a beau avoir toute la bonne volonté, si vous savez pas qu'on est là. Mais on y travaille, on a des idées, j'espère que ça sera encore mieux et toujours un peu mieux, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va prendre la dernière question ou réaction. Non, juste une réaction à ce qui vient d'être dit. Il n'y a rien de plus frustrant que de rejoindre, par exemple, une réunion et d'y voir des personnes qui nous disent « Ah ben moi, je suis à la retraite à la fin de l'année et vous voyez, je viens d'apprendre votre existence. Ça fait 37 ans qu'on est là, la PAF, ça fait 37 ans que la PAF est là et vous avez encore des gens qui partent à la retraite et qui nous disent « Je viens d'apprendre votre existence. » Et ça... C'est pas faute d'y travailler, croyez-moi. Mais je pense que si on se donne tous la main pour la communication, ça devrait fonctionner. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question ou réagir? Non? Oui, monsieur. Vous avez tous évoqué les séjours, les différents séjours, possibilités de vacances pour les personnes en situation de handicap. Mais on n'y pense pas assez souvent, et peut-être que monsieur, vous êtes confronté par votre fils qui est paraplégique, on ne parle pas forcément du matériel pour les loisirs. Ce que je voyais sur la photo que votre fils avait un freewell, qui fait déjà son prix, les fauteuils de sport font un prix démentiel. Donc est-ce qu'il y a une des associations qui pourrait éventuellement, pour des personnes en situation de handicap, financer des équipements de loisirs ou autres, ou c'est plus du recours de la mission sociale? Audrey, vous souhaitez? Alors, donc, on apprend aujourd'hui, et c'est une super nouvelle, que le SRIAS peut participer pour tout ce qui est séjour, mais on a quand même un partenaire à la PAF qui est quand même d'une grande utilité, c'est la MASFIP. On n'a pas idée du domaine dans lequel la MASFIP peut intervenir. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on a des représentants, mais vraiment médical. Ils ont des dossiers, bon là, au titre personnel, sur dossier, et notamment puisque le handicap, c'est quand même ce qui nous unit aujourd'hui. Voyez, par exemple, la prise en charge de la psychomotricité, même si votre enfant a une reconnaissance MDPH, c'est pas pris en charge aujourd'hui, voilà, quand on le fait dans le libéral, c'est-à-dire quand on veut pas attendre 1 an d'attente. Et la MASFIP peut, sur dossier, en fonction des revenus, bien sûr, et tout ça, participer en partie ou en totalité, en fonction des situations. Et on n'imagine pas le champ d'action, mais honnêtement, moi, j'ai été impressionnée de voir ce qu'ils étaient capables de faire sur certains dossiers. Et je pense que du matériel adapté, je suis convaincue que, en tout cas, c'est un dossier qu'ils regarderont avec attention et qu'on doit pouvoir obtenir des aides. Faut en profiter parce que, dans le sens où faut pas hésiter à demander. Si on ne demande pas, ils vont pas deviner. Et surtout, on ne sait pas ce qui va advenir après 2026 avec tous ces changements et quelle part de notre cotisation finalement sera allouée à cette aide qui est la partie sociale en fait de la mutuelle.
Mais c'est comme les PAF. On a la chance qu'ils soient là. Nous, on a toujours travaillé en étroite collaboration avec eux. Donc, faut pas hésiter, faut demander. Des fois, on peut être étonné de leur champ d'action qui est énorme. Et c'est encore une fois quand même une grande chance au ministère d'avoir la MASFIP. Merci beaucoup. Excusez-moi. Donc, Pour la oui, MASFIP, donc, il y avait Isabelle Poète qui était là tout à l'heure. Elle a dû se partir. En revanche, il y a une plateforme d'échange entre la MASFIP et la PAF qui va naître, avec un échange d'informations et donc il va y avoir une passerelle entre la mutuelle et puis l'association. Merci beaucoup. Donc, très rapidement. Juste, je voulais que je confirme ce que dit le collègue, puisque je suis administrateur au niveau du Finistère, au niveau de la MASFIP, et donc avec des collègues, on étudie des dossiers, et vraiment, quand les personnes sont dans le besoin, on fait un effort. Donc, il y a une allocation qui est départementale. Alors, je vous le dis, de toute manière, il n'y a pas de cachotterie, de 500 €. Mais après, on peut faire un abonnement au niveau de national. Et c'est au niveau national qui, eux, vous fourniront le complément. Donc, c'est vrai qu'un fauteuil comme le tien, remboursé par la Sécu, c'est 500 €. Ah, on est bien d'accord. Mais en fin de compte, après, il y a des aides. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, on est plusieurs partenaires, et on est tous là pour vous. Donc la MASFIP est là aussi. Voilà, je confirme. Il y a aussi les assistants sociaux de vos départements. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, ou alors voilà, centraliser, passez par nous. On vous donnera les différents interlocuteurs, on essaiera de vous faire gagner du temps, mais il y a aussi des budgets qui peuvent être débloqués en fonction des situations et des besoins. Dans chaque département, il y a des enveloppes qui sont allouées pour, ça peut être des cas d'urgence, donc là beaucoup, mais ça peut tout à fait aussi correspondre à ça, à une participation pour un fauteuil, pour une situation de handicap, ça rentre aussi totalement. Enfin, en fait, on a quand même beaucoup de choses qui existent. C'est vrai que l'info est rarement centralisée, c'est le défaut, mais les délégués, on est là aussi pour pallier à ça, pour vous répondre. Voilà. Merci beaucoup et bravo à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois. C'était une table ronde tout à fait passionnante, donc merci beaucoup.